Quand il tombe sur une jeune femme agenouillée devant la tombe de son fils, l'homme d'affaires crie « Que fais-tu sur la tombe de mon fils ?» sans imaginer le poids des mots qu'il allait entendre ensuite. La femme, enlacée à deux garçons identiques, révèle entre les larmes un secret capable d'ébranler le monde qu'il a construit. Quand leurs regards reconnaissent dans les enfants le sang qu'il a tenté de nier, une tension explosive transforme cette rencontre en un choc irréversible. Et c'est à cet instant qu'une vérité enterrée depuis des années menace de bouleverser sa vie, laissant clair que rien ne restera comme avant. Le vent froid de novembre fouettait le visage de Roberto Mendes, tandis qu'il marchait dans le cimetière São João Batista à Rio de Janeiro. Ses mains tremblaient, non seulement à cause du froid, mais aussi à cause de la douleur qui ne le quittait jamais. 3 ans. 3 ans depuis que Felipe était parti, laissant un vide impossible à combler. L'homme d'affaires de 60 ans, connu dans tout le pays comme le roi de la construction, le magnate qui avait bâti des gratte-ciel à travers le Brésil, ne parvenait pas à se relever de cette perte. Il suivait le même chemin chaque mois, marchant sur les mêmes pierres usées, contournant les mêmes arbres. Le rituel était sacré. Chaque 23 du mois, sans exception, Roberto quittait ses engagements, ses réunions millionnaires, ses projets qui faisaient tourner des fortunes, et venait jusqu'ici. Venait parler à Felipe, lui raconter les affaires, le vide de la demeure de la Barra Tijuca qui autrefois résonnait des rires de son fils. Le caveau de la famille Mendes était imposant, avec du marbre italien spécialement importé de Carrare, des anges sculptés dans la pierre qui semblaient pleurer avec lui. Rien n'était trop cher, trop luxueux pour marquer l'endroit où reposait Felipe. Roberto s'en était assuré, dépensant des millions, comme si l'argent pouvait, d'une manière ou d'une autre, compenser l'absence. Mais ce jour-là, en s'approchant de la tombe, Roberto s'arrêta brusquement. Son cœur s'emballa. Il y avait quelqu'un là, 3 personnes, une femme et 2 enfants agenouillés devant la tombe de Felipe. La femme portait des vêtements usés, un manteau trop fin pour le froid carioca. Les enfants, 2 petits garçons, portaient des pulls vieux et déchirés. Tous 3 pleuraient avec une intensité qui fit s'arrêter Roberto un instant. Comment osait-il? Comment osait-il envahir son moment, son espace sacré de deuil? Roberto sentit la colère monter dans sa gorge, chaude et étouffante. Il avança à grands pas, sa voix tonnant dans le silence du cimetière. « Quel outrage est-ce là? Que faites-vous ici? C'est la tombe de ma famille. Partez immédiatement !» La femme leva le visage, et Roberto vit que ses yeux étaient si gonflés qu'elle pouvait à peine les ouvrir complètement. Elle devait avoir 27 ans, peut-être 28, mais elle semblait épuisée, comme si elle avait vécu des décennies en quelques années. Les garçons, qui semblaient avoir environ 6 ans, se cramponnèrent à elle, effrayés, cachant leurs petits visages tachés de larmes dans son vieux manteau. La femme essaya de se lever, chancelant un peu, et sa voix sortit tremblante mais ferme. « J'ai le droit d'être ici. Felipe il était le père de mes enfants. » Roberto sentit comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. « Quoi? Quelle histoire absurde est-ce là ?» La femme essuya ses larmes avec le dos de la main. « Je m'appelle Camila. Camila Santos. Felipe et moi avons été ensemble pendant 7 ans. Nous nous sommes rencontrés quand je travaillais comme serveuse dans un snack à Copacabana. Il venait là tous les jours prendre un café avant le travail. Nous sommes tombés amoureux. » Roberto éclata d'un rire amer, sans humour. « Une serveuse? Mon fils, un Mendes, héritier d'une fortune de milliards, aurait une relation secrète avec une serveuse? Tu me prends pour un idiot, ma fille? Ce n'est pas un mensonge. » Camila sortit quelque chose de la poche de son manteau avec des mains tremblantes. C'était une photo froissée et usée. Elle la tendit à Roberto. « Regardez, s'il vous plaît, juste regardez. » Roberto prit la photo à contre-cœur. Mais quand ses yeux se concentrèrent sur l'image, l'air lui manqua. C'était Felipe, il n'y avait aucun doute. Son fils souriant, tenant 2 bébés enveloppés dans des couvertures jaunes. À côté de lui, plus jeune et avec un sourire radieux, se trouvait cette femme, Camila. Felipe avait un bras autour d'elle et la façon dont il la regardait sur la photo,
cette lueur dans les yeux. Roberto la reconnaissait. C'était de l'amour, un amour véritable. Il retourna la photo. Avec l'écriture reconnaissable de Felipe, il était écrit « Mes 3 trésors, toute ma vie ». La date remontait à 6 ans. Le monde de Roberto commença à tourner. Il regarda les garçons à nouveau, cette fois vraiment. Les yeux, ses yeux marrons avec des points dorés, exactement comme ceux de Felipe. La forme du nez, la courbe du menton, même la façon dont l'un d'eux mordait sa lèvre inférieure quand il était nerveux, tout comme son fils. Comment n'avait-il pas vu avant? Comment n'avait-il pas reconnu son propre sang? Pourquoi? La voix de Roberto sortit rauque. Pourquoi ne m'a-t-il jamais dit? Pourquoi a-t-il gardé cela secret? Camilla serra les garçons plus fort. Parce qu'il avait peur. Peur de vous. Felipe me disait que vous aviez toujours des plans pour lui, que vous vouliez qu'il épouse la fille de votre associé, cette jeune femme de la famille Costa, riche et influente. Il disait que vous n'accepteriez jamais une simple serveuse dans la famille Mendes. Il prévoyait de vous le dire, mais il remettait toujours à plus tard. Et puis, il était trop tard. Roberto ferma les yeux, essayant de tout assimiler. C'était vrai. Il avait toujours prévu de marier Felipe avec Amanda Costa, unir 2 fortunes, créer un empire encore plus grand. Mais il n'avait jamais imaginé que son fils ait sa propre vie, ses propres plans, sa propre famille, et ses garçons. Il regarda les jumeaux. « Ce sont mes petits-fils » Camilla hocha la tête, les larmes coulant librement maintenant. Pedro et Gabriel, ils ont 6 ans. Felipe était un père merveilleux. Il venait nous voir tous les soirs après le travail. Il jouait avec eux, leur lisait des histoires, chantait pour qu'ils s'endorment. Il nous aimait tant, et ils se souviennent de lui, même s'ils étaient si petits quand il est parti. Ils demandent après lui tous les jours. L'un des garçons, probablement Pedro, regarda Roberto avec ses yeux si familiers et demanda d'une petite voix effrayée « Tu es le grand-père dont parlait papa? Le grand-père qui vit dans le château ?» Roberto sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Château. Felipe devait avoir décrit la demeure ainsi aux enfants. Il regarda les 3, leurs vêtements usés, la maigreur sur le visage de Camilla, les chaussures trouées des garçons. « Où vivez-vous » Camilla baissa les yeux, honteuse. « Nous n'avons pas d'endroit fixe maintenant. Après que Felipe est parti, je n'ai plus pu payer le loyer. J'ai 3 emplois, mais ce n'est pas suffisant. Parfois, nous dormons dans des refuges, d'autres fois, des amis nous laissent dormir sur leur canapé. Mais je prends bien soin d'eux, je le jure. Ils mangent en premier, toujours. L'humiliation d'entendre cela était insupportable pour Roberto. Ses petits-fils, son propre sang, héritiers des Mendes, dormant dans des voitures, vivant dans des refuges, portant des vêtements donnés. C'était impensable, c'était inacceptable, c'était une honte pour le nom de la famille. Mais en regardant Camilla, Roberto ne sentit pas de compassion. Il sentit quelque chose de différent. Quelque chose de froid s'installa dans sa poitrine. Cette femme, cette serveuse, avait pris 7 ans de la vie de Felipe. Elle avait tenu son fils éloigné de lui, impliqué dans une vie secrète. Et maintenant, elle était là avec ses petits-fils, essayant d'éveiller la pitié, essayant peut-être d'obtenir de l'argent. Les garçons étaient des Mendes. Ils avaient du sang noble. Ils ne devaient pas grandir dans la pauvreté, dans l'instabilité, avec une mère qui pouvait à peine les nourrir. Ils méritaient la vie que Roberto pouvait leur offrir. Ils méritaient les meilleures écoles, les meilleurs professeurs, des opportunités infinies. Et Camilla? Roberto la regarda avec de nouveaux yeux. Elle était un obstacle, un problème à résoudre. « Vous devez rentrer chez vous maintenant » dit finalement Roberto, sa voix plus contrôlée. « Il fait trop froid pour que les enfants restent ici. Donnez-moi votre numéro de téléphone et votre adresse. Je vais envoyer quelqu'un vous contacter. Nous devons parler de la situation des enfants, de la façon dont je peux aider. » Camilla le regarda avec de l'espoir brillant dans ses yeux fatigués. « Sérieusement? Vous allez nous aider ?» Roberto força un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Ce sont mes petits-fils. Bien sûr que je vais aider, mais nous devons faire cela de la bonne manière, légalement. Vous comprenez ?»
Camilla nota le numéro d'un téléphone public près du refuge et l'adresse temporaire. Roberto mit le papier dans la poche de son manteau coûteux, sentant le poids de ce qu'il commençait à planifier. Après leur départ, Roberto resta debout devant la tombe de Felipe. Il toucha le marbre froid, sentant les lettres gravées du nom de son fils. « Je vais faire ce qui est juste, Felipe, » murmura-t-il. « Je vais m'occuper de tes enfants. Je vais leur donner la vie que tu aurais dû leur donner, la vie d'un Mendes. » Mais au fond, Roberto savait que ces mots portaient une signification plus sombre. Il ne pensait pas à aider Camilla. Il pensait à l'éloigner, à prendre les garçons pour lui. Roberto Mendes n'avait pas bâti un empire en étant compatissant ou généreux. Il l'avait bâti en étant impitoyable, calculateur, faisant ce qui était nécessaire pour obtenir ce qu'il voulait. Et maintenant, ce qu'il voulait, c'était ses garçons. Et il l'obtiendrait, peu importe le coût. Le lendemain matin, Roberto était dans son bureau au sommet de l'un des gratte-ciels les plus imposants de l'Avenida Presidente Vargas. Il composa le numéro d'Augusto Ferreira, détective privé, qu'il avait déjà utilisé auparavant. « Augusto, j'ai besoin de toi aujourd'hui, c'est urgent. » 2 heures plus tard, le détective était assis sur le canapé en cuir italien du bureau, notant chaque détail. Camilla Santos, 27 ans, ex-serveuse. Je veux tout savoir sur elle. Où elle travaille, où elle vit, si cette histoire sur mon fils est vraie, si ses enfants sont vraiment les siens. Et je veux des preuves, documents, photos, témoins, tout. Combien de temps ai-je ? 1 semaine, répondit Roberto. Et il y a autre chose. Je veux que tu sois discret. Elle ne doit pas savoir qu'elle est surveillée. Les jours qui suivirent furent une torture pour Roberto. Son esprit revenait toujours à ce matin au cimetière. Les yeux des garçons le hantaient, ses yeux marrons avec des points dorés, si semblables à ceux de Felipe. Le 5e jour, Augusto revint avec un dossier épais. Roberto l'ouvrit avec des mains impatientes, feuilletant les documents. « L'histoire est vraie, dit Augusto sans détour. Camilla Santos a travaillé comme serveuse dans un snack à Copacabana pendant 4 ans. Plusieurs anciens employés ont confirmé que Felipe Mendes y allait régulièrement. Le propriétaire du snack s'en souvient. Il a dit que votre fils et Camilla étaient clairement un couple. Et les enfants ? Augusto ouvrit une autre section du dossier. J'ai trouvé les actes de naissance des jumeaux. Ils sont nés il y a 6 ans à l'hôpital Copador. Le nom du père est Felipe Mendes. J'ai aussi parlé à une sage-femme qui a aidé les premiers mois. Elle a confirmé que Felipe rendait régulièrement visite. Il y a des photos, beaucoup de photos. Roberto regarda les photos éparpillées sur son bureau. Sur chacune d'elles, Felipe souriait, un sourire de bonheur authentique. Sur les photos officielles de la famille Mendes, Felipe semblait toujours tendu, formel. Mais là, avec Camilla et les garçons, il semblait léger, libre, vraiment heureux. Il y a autre chose, dit Augusto hésitant. Leur situation est pire que ce que vous imaginez. Camilla arrive à peine à payer la nourriture. Les garçons portent des vêtements qui sont trop petits. Ils ont séjourné dans 4 refuges différents au cours des 3 derniers mois. Roberto ferma les yeux. Inacceptable. Complètement inacceptable. Tu peux organiser un test ADN discret ? Je m'en suis déjà occupé. Augusto sortit une enveloppe du dossier. J'ai obtenu des échantillons de cheveux des garçons. Le laboratoire peut avoir les résultats en 3 jours. 3 jours plus tard, Roberto tenait le rapport du laboratoire dans ses mains. Les mots semblaient sauter de la page. Probabilité de paternité, 99,9%. Les jumeaux Pedro et Gabriel Santos étaient, sans l'ombre d'un doute, les fils de Felipe Mendes. Roberto aurait dû ressentir de la joie. Mais au lieu de cela, il commença à planifier. Il commença à tracer un chemin qui garantirait que ses garçons restent sous sa garde. Il appela Camilla depuis le téléphone public qu'elle avait indiqué. « Camilla, c'est Roberto Mendes. J'ai de bonnes nouvelles. J'ai confirmé tout ce que tu m'as dit. Je veux t'aider, toi et mes petits-fils. Nous devons nous rencontrer pour discuter de la manière de faire cela correctement. » Il y eut un silence, puis Camilla commença à pleurer. « Merci. Merci beaucoup. Je savais que vous feriez ce qu'il fallait.
Nous allons nous rencontrer demain dans mon bureau. Je vais envoyer mon chauffeur vous chercher, toi et les garçons. » Après avoir raccroché, Roberto resta assis dans son fauteuil, regardant la ville en bas. Il était sur le point de franchir une ligne qui, une fois franchie, ne pourrait plus être effacée. Mais quand il pensait aux garçons, aux yeux marrons avec des points dorés, au sang des Mendes coulant dans leurs veines, Roberto se convainquit qu'il faisait ce qu'il fallait. Il ouvrit le tiroir et prit une autre carte de visite. Dotra Elena Andrade, avocate spécialisée en droit de la famille. Il composa le numéro. « Elena, j'ai besoin de tes services. J'ai une situation délicate impliquant la garde de mes petits-fils. La mère est instable, incapable de subvenir à leurs besoins de base. J'ai besoin d'une stratégie pour obtenir la garde complète. » Elena posa quelques questions. « A-t-elle des antécédents? Des problèmes de drogue, d'alcool, de violence? » « Pas que je sache, » admit Roberto. « Mais elle vit dans une situation d'extrême pauvreté, emmenant les enfants de refuge en refuge. »« C'est un début, » dit Elena. « Mais je vais être honnête avec vous, Roberto. La simple pauvreté ne suffit pas pour retirer la garde à une mère. Nous aurions besoin de quelque chose de plus substantiel. »« Comme quoi? Un casier judiciaire serait idéal. »« Pas encore, » répondit Roberto, et sa voix était froide comme la glace. « Mais peut-être pouvons-nous changer cela. » Il y eut un long silence. « Roberto, vous savez que je ne peux pas être impliqué dans quoi que ce soit d'illégal. »« Vous ne le serez pas, » interrompit Roberto. « Vous vous occupez simplement des aspects légaux après que les faits seront établis. Laissez le reste à moi. » Le lendemain, Camila arriva au bureau de Roberto avec Pedro et Gabriel. Les garçons étaient silencieux, les yeux écarquillés, observant le luxe autour d'eux. Roberto les accueillit avec un sourire calculé. Il demanda à sa secrétaire d'apporter des jus et des biscuits pour les enfants, et Camila vit les yeux des garçons briller. Roberto expliqua qu'il devait faire un test ADN à des fins légales. Quand ils furent seuls, il ouvrit un tiroir et sortit un document. « Voici un accord de garde partagé. En gros, cela établit que vous resterez la mère légale des garçons, mais j'aurai des droits significatifs en tant que grand-père. En échange, je vais vous fournir un appartement pour vous trois, une allocation mensuelle généreuse, une école privée, une assurance maladie, tout. » Camila sentit des larmes de soulagement. « Où est-ce que je signe ?» Roberto poussa le document vers elle avec un stylo coûteux. Camila signa sans bien lire, faisant confiance à la parole de Roberto. Elle ne comprenait pas qu'elle signait un document qui donnait à Roberto des droits presque absolus sur ses fils. Dans les jours qui suivirent, Camila ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, l'espoir. Roberto déposa 5000 reais sur le compte qu'il avait ouvert pour elle. Camila acheta des vêtements neufs pour Pedro et Gabriel, remplit un réfrigérateur de nourriture, acheta même quelques jouets. Mais Roberto avait d'autres plans qui se déroulaient en coulisses. Il avait engagé un autre enquêteur, celui-ci bien moins scrupuleux. Carlos Mendes était connu dans les cercles les plus sombres de Rio de Janeiro comme quelqu'un qui pouvait faire des choses que les autres ne pouvaient pas. Roberto rencontra Carlos dans un café discret. « J'ai besoin que tu plantes quelque chose, » dit Roberto à voix basse. « La femme travaille dans un restaurant en centre-ville. J'ai besoin que ça ait l'air qu'elle a volé de l'argent de l'établissement. » Carlos but son café lentement. « Combien tu veux qu'elle ait soi-disant volé ? » « Assez pour que ce soit un crime grave, 10 000 reais, et j'ai besoin de témoins, des gens qui jureront l'avoir vue agir de manière suspecte. »« Ça va coûter, » dit simplement Carlos. « L'argent n'est pas un problème, » répondit Roberto, poussant une enveloppe épaisse à travers la table. « La moitié maintenant, la moitié quand ce sera fait. Considère que c'est fait. 2 semaines, au maximum. » Camila n'avait aucune idée de ce qui se tramait contre elle. Elle avait réussi à obtenir un 4e emploi dans un restaurant plus chic en centre-ville. C'était un meilleur emploi, avec des pourboires décents. 2 semaines après avoir commencé au restaurant, Camila terminait son service quand le gérant l'appela dans son bureau. Quand elle entra, il y avait 2 policiers qui l'attendaient. « Camila, il y a eu une plainte grave.
On dit que vous avez volé de l'argent dans la caisse. » Camilla sentit comme si elle avait reçu un coup de poing dans l'estomac. « Quoi? Non, je n'ai jamais volé quoi que ce soit. Ce sont 10 000 réais. L'argent a disparu et 3 employés ont dit qu'ils vous ont vu près du coffre à des heures suspectes. C'est une erreur, une terrible erreur. Les policiers l'ont menotté, lui lisant ses droits. Au poste de police, quand ils ont fouillé son casier, ils ont trouvé les 10 000 réais cachés au fond de son sac à dos. Camilla cria qu'elle n'était pas à elle, que quelqu'un les avait mis là. Mais personne ne l'a cru. Carlos avait fait un travail méticuleux. Il avait soudoyé des témoins, piraté des caméras de sécurité, planté des preuves. Tout était parfait. Roberto fut immédiatement informé de l'arrestation. L'homme d'affaires ressentit un mélange de satisfaction et de culpabilité, mais il réprima rapidement ce dernier sentiment. Il appela Elena. « C'est fait, elle a été arrêtée pour vol. Les preuves sont solides. Maintenant, je dois que vous prépariez les papiers pour la garde d'urgence. » Les enfants ne peuvent pas rester avec la voisine indéfiniment. L'audience de garde eut lieu 3 jours plus tard. Camilla fut amenée au tribunal menottée. Son avocat commis d'office avait passé au maximum 15 minutes à parler avec elle. Le procureur présenta les preuves, l'argent trouvé, les témoignages, les images éditées. Le juge refusa la caution. Camilla resterait en prison jusqu'au procès. « Non, s'il vous plaît, mes enfants, qui va s'occuper de mes enfants? Y a-t-il quelqu'un qui puisse s'occuper des enfants? Un membre de la famille ?» Camilla réfléchit désespérément. Elle n'avait pas de famille. Roberto Mendes, le grand-père paternel. En 24 heures, Roberto avait la garde temporaire légale de Pedro et Gabriel. Il alla les chercher personnellement chez la voisine. « Ta mère est malade, » mentit-il doucement. « Elle doit rester dans un endroit spécial pour se faire soigner. Mais ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de vous. » La demeure de Roberto à Barra da Tijuca était tout ce que l'argent pouvait acheter. 15 chambres, une piscine chauffée, d'immenses jardins. Roberto désigna 2 chambres pour les garçons, envoya des décorateurs les transformer en chambres de rêve. Il engagea une nounou, Donna Amelia. Il engagea des professeurs particuliers. Il acheta des vêtements de marque, des jouets chers, tout. Pedro et Gabriel furent d'abord émerveillés, mais la nuit, ils pleuraient doucement, appelant leur mère. Roberto les entendait à travers le mur. Il ressentait une pointe de culpabilité, mais se convainquait qu'ils faisaient ce qu'il fallait. Avec le temps, ils oublieraient. Pendant ce temps, en prison, Camilla vivait le pire cauchemar de sa vie. Elle partageait une cellule surpeuplée avec 12 autres femmes. L'odeur était insupportable, la nourriture était mauvaise, mais le pire était la séparation d'avec ses enfants. Camilla pleurait toutes les nuits, se serrant contre elle-même. Elle écrivait des lettres pour eux constamment, des lettres disant qu'elle les aimait, qu'elle reviendrait bientôt, que peu importait ce qui arrivait, elle serait toujours leur mère. Elle donnait les lettres à son avocat, Bruno, le suppliant de les envoyer à Roberto pour qu'il les donne aux enfants. Bruno promettait qu'il les enverrait, mais ce que Camilla ne savait pas, c'est que Bruno était sous pression. Un de ses collègues avait été discrètement contacté par quelqu'un lié à Roberto. De l'argent avait changé de main. Les lettres n'arrivaient jamais à Roberto. Bruno les jetait. Le procès fut fixé 2 mois plus tard. Elena travailla en coulisses pour s'assurer que tout se passe comme Roberto le voulait. Un don généreux à la campagne du procureur garantit une sévérité maximale. Quand le jour du procès arriva, Camilla fut emmenée au tribunal avec de l'espoir dans le cœur. Elle avait foi que la vérité prévaudrait. Mais dès le début du procès, il devint clair que Camilla n'avait aucune chance. Le procureur était agressif. Les 3 employés témoignèrent, les images éditées furent montrées, puis vint la preuve la plus accablante, l'argent trouvé dans son sac à dos. Camilla essaya, elle cria que c'était un piège. « Quelqu'un me fait ça, je suis innocente !» Mais ces mots sonnèrent désespérés. Bruno fit un travail minimal pour sa défense. Le jury délibéra pendant seulement 3 heures. Quand ils revinrent, coupables de toutes les accusations, Camilla sentit ses jambes flageoler. « Non, non,
Mes enfants, j'ai besoin de mes enfants. Le juge prononça la sentence. Pour le crime de vol qualifié, l'accusée Camila Santos est condamnée à 20 ans de réclusion en régime fermé. 20 ans. Les mots résonnèrent dans l'esprit de Camila comme une sentence de mort. Elle cria, se débattit contre les gardes. « C'est un piège. Roberto Mendes a fait ça. Il a tout monté pour me prendre mes enfants. S'il vous plaît, quelqu'un m'écoute. » Mais ces mots furent ignorés. Au fond de la salle, caché parmi les spectateurs, Roberto assista à tout cela avec une expression neutre. Quand la sentence fut prononcée, il s'autorisa un petit sourire de satisfaction. C'était fait. Camila était hors du chemin. Les garçons étaient à lui, maintenant. Les premiers mois en prison furent un enfer pour Camila. Elle avait été transférée à la prison pour femmes de Rio, et chaque jour semblait durer une éternité. Mais rien n'était pire que la douleur de la séparation d'avec ses enfants. Camila écrivait des lettres tous les jours. Elle utilisait chaque morceau de papier qu'elle pouvait trouver. « Mes amours », écrivait-elle. « Aujourd'hui, j'ai vu un papillon bleu dans la cour. Je me suis souvenu quand vous étiez petit et que votre père nous a emmenés au parc. Vous avez couru après les papillons, riant tant. Continuez à prendre soin l'un de l'autre, mes garçons, jusqu'à ce que je revienne. » Elle adressait les lettres à la demeure de Roberto, écrivait l'adresse avec soin, elle les donnait aux gardes qui promettaient de les envoyer. Camila ne savait pas que Roberto avait donné des ordres pour que toutes les lettres soient interceptées. Elles arrivaient à la demeure, mais Roberto les prenait et les jetait dans un destructeur de documents. Le bourdonnement de la machine était un son qu'il avait appris à ignorer. Dans la demeure, Pedro et Gabriel s'adaptaient à la nouvelle vie, mais pas sans difficulté. Ils avaient tout ce que l'argent pouvait acheter, mais il manquait ce que l'argent ne pouvait pas acheter. Il manquait les bras de leur mère. Pedro, toujours le plus vocal, posait constamment des questions. « Quand va-t-elle revenir? Pourquoi ne pouvons-nous pas la voir ?» Roberto avait une réponse préparée. « Elle est en traitement spécial. Les médecins ont dit que c'était mieux ainsi. » Mais à mesure que les mois passaient, les questions devenaient plus accusatrices. « Tu mens! Quelque chose lui est arrivé !» Roberto gardait son calme. « Pedro, je sais que c'est difficile, mais tu dois me faire confiance. » Gabriel réagissait différemment. Il était devenu plus silencieux, plus renfermé. La nuit, Donna Amelia le trouvait en train de pleurer, serré contre une vieille couverture qui sentait encore Camila. Roberto inscrivit les garçons au Collegio Santo Agostinho, l'une des écoles les plus prestigieuses de Rio. Ils portaient des uniformes impeccables, avaient un chauffeur privé, mais à l'école, ils se sentaient décalés. Les autres enfants venaient de familles riches depuis des générations. Pedro et Gabriel, qui vivaient dans des refuges quelques mois plus tôt, ne savaient pas comment se connecter. Pedro devint agressif, se battant. Gabriel s'isola, passant les récréations seul. Roberto engagea des psychologues, des thérapeutes. Tous disaient la même chose. Les garçons traitaient une perte significative. Ils avaient besoin de temps, de patience et de beaucoup d'amour. Mais Roberto ne savait pas donner l'amour dont ils avaient besoin. Il savait donner des choses, des opportunités. Mais il ne savait pas embrasser, consoler, être présent émotionnellement. 1 an passa, puis 2, puis 3. Les souvenirs de Camila commencèrent à devenir moins nets. Il se souvenait encore d'elle, mais c'était comme regarder à travers un brouillard. Roberto remarquait cela avec satisfaction. Ça marchait. Avec assez de temps, Camila ne serait qu'un vague souvenir. En prison, Camila n'arrêta jamais d'écrire, même quand des années passèrent sans réponse. Ces lettres étaient sa connexion avec ses enfants. « Cher Pedro et Gabriel, écrivit-elle la 5e année, vous devez avoir 11 ans maintenant. Parfois, j'essaie d'imaginer comment vous êtes. N'oubliez jamais que je vous aime. Jamais. » Camila était devenue une prisonnière modèle. Elle travaillait à la bibliothèque, aidait les autres détenus, participait à tous les programmes. Elle devait tout faire correctement, car chaque jour de bonne conduite était un jour de moins de sa peine. Les autres détenus respectaient Camila. Elle était gentille, ne causait jamais de problème.
Beaucoup d'entre elles avaient aussi des enfants. Mais Camilla était différente. Elle n'attendait pas seulement. Elle planifiait. Elle utilisait chaque minute libre pour s'éduquer. Elle prenait des livres sur les droits parentaux, sur la garde des enfants. Car Camilla savait qu'elle avait été piégée. Elle n'avait pas de preuves, mais elle le savait. Et le seul suspect était Roberto. 20 ans s'étaient écoulés depuis l'emprisonnement de Camilla. Pedro et Gabriel avaient maintenant 26 ans. C'étaient des jeunes hommes intelligents, éduqués. Pedro voulait étudier le marketing. Gabriel s'intéressait au design. Roberto approuva les deux choix. Mais malgré tout le succès, il y avait un vide chez les deux garçons que aucune réalisation ne pouvait combler. Pedro le comblait avec des relations superficielles et des fêtes. Gabriel le comblait avec un travail obsessionnel et l'isolement. Aucun d'eux ne parvenait à former des liens émotionnels profonds. Quelque chose d'essentiel avait été brisé en eux quand ils avaient été séparés de Camilla. En prison, Camilla comptait les jours. Elle avait purgé la moitié de sa peine. Avec une bonne conduite, elle pourrait sortir dans 15 ans au lieu de 20. Chaque jour était un jour de moins, jusqu'à ce qu'elle puisse serrer ses enfants dans ses bras à nouveau. Elle ne savait pas que ses enfants se souvenaient à peine d'elle. Elle ne savait pas que Roberto avait effacé sa présence. Elle ne savait pas que pour Pedro et Gabriel, elle n'était qu'une histoire vague. Camilla continuait à écrire, continuait à planifier, continuait à croire que quand elle serait libérée, tout reviendrait à la normale. 20 ans, 7335 jours. Camilla les avait tous comptés. Et finalement, un matin froid de juillet, elle marchait à travers les portes de la prison en tant que femme libre. Elle avait 46 ans maintenant, mais elle en semblait 60. Ses cheveux étaient gris, son visage marqué par des rides profondes. La prison avait consumé sa jeunesse, mais elle n'avait pas brisé son esprit. Camilla sortit avec seulement un vieux sac à dos, quelques vêtements, des centaines de lettres jamais répondues, et la photo froissée de Felipe avec les bébés. Elle avait 300 réais dans sa poche. C'était tout ce qu'elle possédait dans le monde, mais elle avait quelque chose de plus précieux. Elle avait de la détermination. Elle avait un but, retrouver ses enfants. Pedro et Gabriel auraient 26 ans maintenant, des hommes adultes qu'elle n'avait pas vus depuis qu'ils étaient enfants de 6 ans. Camilla prit un bus pour le centre de Rio. La ville avait tellement changé. Il y avait de nouveaux bâtiments, de nouvelles rues, des technologies qu'elle ne comprenait même pas. C'était comme se réveiller dans un monde différent. Le deuxième jour de liberté, Camilla commença à chercher du travail. Mais chaque fois qu'elle mentionnait son casier judiciaire, elle voyait les portes se fermer. Ce fut dans une petite agence de nettoyage à Copacabana qu'elle eut enfin de la chance. Le propriétaire, un immigrant portugais de 60 ans nommé Joaquim, la regarda avec des yeux gentils. « J'embauche tout le monde qui est prêt à travailler dur. Je ne me soucie pas du passé. » Camilla faillit pleurer. « Merci. J'ai besoin de ce travail. J'ai besoin de retrouver mes enfants. » Joaquim acquiesça. « Vous commencez lundi. Votre premier travail sera le nettoyage dans un immeuble de bureau sur la Présidente Vargas. » Camilla prit l'adresse avec des mains tremblantes. Présidente Vargas. Elle connaissait cette région. C'était là que Felipe travaillait autrefois. Le lundi, Camilla enfila son uniforme et se rendit à son premier jour de travail. Le bâtiment était impressionnant. 30 étages de verre et d'acier. Elle nettoyait chaque étage avec soin, mais ses yeux cherchaient toujours, cherchant des visages familiers. Au 22e étage, il y avait une agence de marketing. Le nom du propriétaire était sur la porte, Pedro Mendes. Le cœur de Camilla s'arrêta. Pedro Mendes. Son fils, son garçon, il était là. Elle attendit jusqu'à la fin de la journée, nettoyant le même couloir à plusieurs reprises. Puis, à 18 heures, la porte s'ouvrit et un homme sortit. Grand, cheveux foncés, costume cher. Camilla l'observa, et son cœur se brisa et se répara en même temps. C'était lui, elle en était sûre. Les mêmes yeux marrons avec des points dorés, le même nez, la même façon d'incliner la tête. C'était Pedro. Elle voulut courir vers lui, l'embrasser, crier qu'elle était sa mère.
Mais quelque chose l'en empêcha. Il ne la reconnaîtrait pas. 20 ans, c'était trop long. Pire, si Roberto avait menti, Pedro pensait probablement qu'elle les avait abandonnés. Camila devait être prudente. Elle ne pouvait pas apparaître et espérer qu'il la croirait. Roberto avait du pouvoir, de l'argent. Si elle agissait trop vite, il pouvait la faire disparaître à nouveau. Les jours suivants, Camila ajusta sa routine pour être toujours près du bureau de Pedro, et lentement, elle commença à observer son fils. Pedro arrivait tôt, toujours vers 8 heures. Il travaillait jusqu'à tard. Il était concentré, déterminé. Mais il y avait quelque chose en lui que Camila reconnaissait, une tristesse sous-jacente, un vide dans les yeux. Elle l'entendait interagir avec les employés. Il était juste, mais distant, professionnel, mais sans chaleur. Une semaine plus tard, Camila rassembla enfin le courage de lui parler. Elle nettoyait près de lui quand il sortit, frustré, parlant au téléphone. Quand il raccrocha, elle s'approcha. « Excusez-moi, monsieur, j'ai remarqué que vous aviez l'air stressé. J'ai apporté un café de la cuisine, si vous voulez. » Pedro la regarda. Il la regarda vraiment, pour la première fois. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une étincelle. « Merci, » dit-il, acceptant le café. Leurs mains se touchèrent brièvement et Camila sentit une connexion électrique. « De rien. » Camila sourit, des larmes menaçant de couler. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis toujours là. » Pedro hocha la tête et retourna dans son bureau. Mais elle remarqua qu'il regarda en arrière avant de fermer la porte. Dans les jours qui suivirent, une amitié étrange commença à se former. Pedro commença à chercher Camila. Il lui apportait du café. Il parlait de trivialités. Camila buvait chaque moment avec lui comme de l'eau dans le désert. Elle apprenait à connaître son fils adulte. Et même s'il ne savait pas qui elle était, ces moments étaient précieux. Pedro se sentait étrangement à l'aise avec cette femme de ménage. Il y avait quelque chose en elle qui le faisait se sentir en sécurité. Il ne comprenait pas pourquoi, mais il ne questionnait pas. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette reconnaissance venait d'un endroit profond. C'était la mémoire du corps. Même si son esprit ne reconnaissait pas Camila, chaque cellule savait qui elle était. C'était sa mère. Et puis, un jour, tout changea. Camila nettoyait quand elle entendit Pedro au téléphone. La porte était entr'ouverte, et elle ne voulait pas écouter, mais sa voix était forte. « Grand-père, je ne vais pas la renvoyer, ça n'a pas de sens. Elle est une employée excellente. Pourquoi tu me demandes ça ?» Camila sentit son sang se glacer. Roberto savait qu'elle était là. Et maintenant, il essayait de la séparer de Pedro à nouveau. Pedro continua, sa voix de plus en plus ferme. « Non, grand-père, je ne vais pas le faire. Tu m'as toujours appris à prendre des décisions basées sur la logique. Il n'y a aucune raison logique. Si tu as quelque chose que tu ne me dis pas, alors dis-le-moi maintenant. » Camila entendit une pause, puis Pedro explosa. « Ça n'a pas de sens. Tu es complètement irrationnel. » Il raccrocha violemment, et Camila s'éloigna rapidement. Roberto savait, et il essayait de faire renvoyer Pedro. Mais Pedro avait refusé. Son fils avait choisi de la défendre, même sans savoir qui elle était. Camila ressentit de la fierté et de la terreur. De la fierté parce que Pedro était devenu un homme de principe. De la terreur parce que Roberto prendrait des mesures plus drastiques. Cette nuit-là, Camila dormit à peine. Roberto n'abandonnerait pas. Elle connaissait des hommes comme lui, habitués à tout contrôler. Camila avait besoin d'un plan. Elle avait besoin de preuves. Mais comment obtenir des preuves de quelque chose qui s'était passé 2 décennies plus tôt? Le lendemain matin, Camila arriva tôt. Elle nettoyait quand elle vit Roberto entrer. Il était plus âgé, avec 80 ans, mais toujours imposant dans son costume impeccable. Roberto ne la vit pas. Il alla directement vers les ascenseurs, probablement pour aller voir Pedro. Camila prit une décision. Elle monta par les escaliers, arrivant au 22e étage avant l'ascenseur. Elle se cacha près de la salle de repos, d'où elle pouvait voir le bureau. Quelques minutes plus tard, Roberto marcha jusqu'à la porte de l'agence. Camila vit Pedro se lever quand son grand-père entra. Roberto ferma la porte, mais Camila s'approcha. Il y avait une petite ouverture, et elle pouvait entendre des fragments.
Tu dois comprendre, Pedro. La voix de Roberto était urgente. Cette femme n'est pas celle que tu penses. Elle a des intentions. Elle veut s'approcher à cause de notre nom, de notre argent. Camila entendit Pedro rire sans humour. Grand-père, c'est une femme de ménage. Nous parlons de la météo. Ce n'est pas comme si elle essayait de me séduire. Tu es naïf, Pedro. Il y a tant de choses que tu ne sais pas sur la façon dont le monde fonctionne. Et toi, tu es paranoïaque. Depuis quand tu te soucies de savoir avec qui je parle? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Il y eut un long silence. Camila retint son souffle. Puis Roberto dit « Elle ressemble à ta mère, la femme, Camila. Elle me rappelle elle, et je ne peux pas supporter de te voir t'attacher à quelqu'un qui me rappelle ses souvenirs. » Camila vit Pedro se retourner brusquement. « Ma mère? Tu ne parles jamais d'elle. Pourquoi tu en parles maintenant? Parce que tu deviens faible, comme elle t'aurait rendu faible. » Roberto frappa le sol avec sa canne. « Je t'ai élevé pour être fort, pour être un Mendes. Je ne vais pas laisser une femme de ménage défaire 20 ans de travail. » Camila vit Pedro s'approcher. « Que veux-tu dire? Quel travail? Tu nous as élevés, Gabriel et moi, parce que notre mère était malade, parce qu'il n'y avait pas d'autre option. » Roberto rit amèrement. « C'est ce que tu crois? Qu'elle était juste malade? » Le sang de Camila se glaça. Mais alors Roberto sembla se reprendre. « Peu importe, le passé est passé. Je te demande juste d'être prudent, de garder tes distances avec cet employé. » « Et si je refuse ?» Roberto le regarda fixement. « J'espère que je n'aurai pas à le découvrir. » Après que Roberto fut parti, Camila resta appuyée contre le mur, tremblante. Cette conversation avait confirmé ses pires craintes. Roberto ne l'avait pas seulement incriminé, mais il avait construit un récit faux pour les garçons. Il ne savait probablement même pas qu'elle avait été en prison. Camila passa le reste de la journée en pilote automatique. Elle devait dire la vérité à Pedro. Mais comment? À la fin de la journée, Camila attendait quand elle vit Pedro sortir. Il semblait épuisé. Elle rassembla son courage. « Monsieur Pedro, puis-je vous parler un instant ?» Pedro se retourna, et son visage s'adoucit. « Bien sûr. Au fait, je voulais te remercier d'être toujours si gentille. Cela signifie plus que tu ne l'imagines. » Camila sentit des larmes. « Je comprends plus que tu ne le penses. » Elle fit une pause. « Parfois, la vie nous sépare des personnes que nous aimons. Mais même séparés, l'amour ne disparaît pas. Il attend juste la chance de s'exprimer à nouveau. » Pedro la regarda étrangement. « Pourquoi ai-je l'impression que tu ne parles pas de manière générale ?» Camila ouvrit la bouche pour répondre quand ils entendirent des pas. C'était l'un des agents de sécurité, accompagné de Joachim. « Camila, Joachim semblait mal à l'aise. « Je dois te parler, maintenant. »« Qu'y a-t-il » Joachim regarda Pedro. « Nous avons reçu une plainte formelle. On dit que tu as harcelé l'un des locataires, que tu as fait des avances inappropriées à monsieur Pedro Mendes. »« Quoi » Camila et Pedro parlèrent ensemble. « C'est absurde, » dit immédiatement Pedro. « Elle ne m'a jamais harcelé. Nous avons juste parlé. » Joachim soupira. « Écoute, Pedro, je te crois. Mais la plainte vient de quelqu'un de très important. Il menace d'annuler tout le contrat si Camila reste ici. » Camila sentit son estomac se nouer. Roberto. Il avait trouvé un autre moyen. « C'est ridicule !» Pedro était indigné. « Qui a fait cette plainte ? Je veux lui parler. » Camila toucha son bras doucement. « Ah, ça va ? Je comprends. » Elle regarda Joachim. « Je vais rassembler mes affaires. »« Non !» Pedro la retint par la main. « Tu n'as pas besoin de partir. Je vais régler ça. » Camila le regarda, ses yeux marrons avec des points dorés. « Tu es un bonhomme. Ton père serait fier. » Pedro cligna des yeux. « Tu as connu mon père ?» Camila sourit tristement. « En un sens, oui. » Elle lâcha sa main. « Prends soin de toi, Pedro. » Elle commença à s'éloigner, mais Pedro l'appela. « Attends, je ne connais même pas ton vrai nom. » Camila se retourna, les larmes coulant. « Camila, mon nom est Camila Santos. » Elle vit la reconnaissance commencer dans ses yeux. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, elle partit en courant. Pedro resta là, le nom résonnant, Camila Santos.
Pourquoi ce nom lui était-il si familier? Pourquoi avait-il l'impression de venir de perdre quelque chose de précieux? Il revint en courant à son bureau et appela Gabriel. « Gabriel, te souviens-tu de quelque chose à propos de notre mère? Te souviens-tu de son nom ?» Gabriel fit une pause. « Pedro, pourquoi tu demandes ça maintenant? Nous n'en parlons pas depuis des années. Dis-moi juste, te souviens-tu? Je crois que c'était Maria ou Camila. » « Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Pedro raccrocha sans répondre. « Camila. La mère de Pedro était Camila. Et cette femme de ménage s'appelait aussi Camila Santos. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. » Pedro prit son manteau et sortit en courant, ignorant les appels. Il devait la trouver. Il avait besoin de réponses. Mais quand il arriva dans le hall, Camila était déjà partie. Pedro sortit dans la rue, cherchant désespérément. Mais elle avait disparu dans la foule. Il resta là tandis que la nuit tombait, sentant qu'il venait de perdre quelque chose de précieux sans comprendre ce que c'était. Camila sortit du bâtiment avec le cœur brisé. Une fois de plus, Roberto avait réussi à la séparer de son fils. Elle marcha dans les rues sans but, les larmes séchant tandis que la nuit tombait. Elle avait perdu son emploi, perdu sa chance. Et pire, maintenant, il savait son nom. Bientôt, il ferait le lien. Et quand cela arriverait, Roberto raconterait sa version en premier. Il la dépeindrait comme une criminelle, une menteuse. Camila marcha pendant des heures, trouvant finalement un banc dans un parc vide. Elle s'assit, épuisée, vaincue. 20 ans. 20 ans en prison, gardant l'espoir vivant. Et maintenant, quand elle avait enfin réussi à être près de l'un d'eux, tout s'effondrait. Elle ne savait pas combien de temps elle était restée là. Mais alors son téléphone sonna. C'était Joachim. « Camila, je dois te parler. C'est urgent. Tu peux venir à mon bureau maintenant ?»« Joachim, il est tard. S'il te plaît, c'est important. » Camila accepta. Quand elle arriva, elle trouva la porte ouverte et Joachim qui l'attendait. « Entre vite. » Il la tira et verrouilla la porte. « Assieds-toi. Je dois te dire quelque chose. » Camila s'assit, confuse. Cette plainte venait de Roberto Mendes. Il m'a appelé personnellement, a offert de l'argent pour te renvoyer. Beaucoup d'argent. Camila ne fut pas surprise. Mais il y a plus, continua Joachim. Il n'a pas seulement offert de l'argent, il a menacé. Il a dit que s'il ne te renvoie pas, il utiliserait ses connexions pour détruire mon entreprise. Camila ferma les yeux. « Je suis désolé, Joachim. Je ne voulais pas t'apporter des problèmes. » « Attends, laisse-moi finir. » Joachim se pencha. « Je ne vais pas vraiment te renvoyer. J'ai dit ça aujourd'hui seulement parce qu'il a des espions dans le bâtiment. Il fallait que ça paraisse réel. Mais tu vas continuer à travailler pour moi. Je vais juste te transférer. » Camila le regarda, surprise. « Pourquoi? Pourquoi risquerais-tu ton entreprise pour moi? » « Parce que j'ai déjà vécu ça. » Joachim avait des larmes aux yeux. « Il y a 20 ans, ma sœur a été emprisonnée injustement. On lui a planté de la drogue dans son sac. On a soudoyé des témoins. On a tout fait correctement. Elle a passé 10 ans en prison pour quelque chose qu'elle n'a pas fait. Quand elle est sortie, personne ne voulait l'embaucher. Personne ne la croyait. Elle a fini par se suicider parce qu'elle n'a pas pu reconstruire sa vie. » Camila serra sa main. « Joachim, je suis vraiment désolé. Alors, quand tu es venu vers moi avec ton casier judiciaire et ton histoire de 20 ans en prison, j'ai vu ma sœur. » Il essuya les larmes. « Et j'ai juré que je ne laisserai plus jamais quelqu'un dans une situation similaire passer par ce qu'elle a traversé. Roberto Mendes peut avoir de l'argent et du pouvoir, mais j'ai des principes. Et mes principes valent plus que son argent. » Camila ne put retenir ses larmes. Enfin, elle avait trouvé quelqu'un qui la croyait. « Merci. Tu ne sais pas à quel point cela signifie beaucoup pour moi. » Joachim leva un doigt. « Mais il y a une condition. Tu vas me dire toute la vérité. Qui es-tu vraiment? Pourquoi Roberto Mendes est-il si désespéré pour te tenir éloigné de Pedro ?» Camila prit une profonde inspiration et raconta tout. Elle parla de Felipe, des jumeaux, de la rencontre au cimetière, du piège qu'il avait envoyé en prison. Elle parla des lettres qu'elle avait écrites pendant 20 ans.
Elle parla de retrouver Pedro sans pouvoir lui dire qui elle était. Quand elle eut fini, Joachim était pâle. C'est monstrueux. Cet homme a détruit ta vie, volé tes enfants, et il essaie encore de te tenir éloigné. Et il continuera à essayer. Camilla essuya ses larmes. Il a des ressources infinies. Je n'ai rien. Comment puis-je me battre contre ça? Joachim réfléchit. Tu as besoin de preuves. Tu dois prouver que c'était un piège, et tu dois dire la vérité à Pedro avant que Roberto ne le fasse. Comment? J'ai perdu mon accès à lui. Et même si je pouvais lui parler, pourquoi me croirait-il? Je suis une ex-détenue, et Roberto est son grand-père. Alors tu dois le faire découvrir la vérité par lui-même. Joachim prit son téléphone. Laisse-moi faire quelques appels. J'ai des contacts, des gens qui peuvent t'aider. Pendant ce temps, Pedro était dans son appartement à Ipanema, incapable de dormir. Il avait passé les dernières heures à rechercher Camila Santos. Il avait trouvé des enregistrements de son procès 20 ans plus tôt. Vol qualifié, condamné à 20 ans, libéré il y a seulement 2 mois. Les dates correspondaient. Elle avait été emprisonnée quand il avait 6 ans. À la même époque où sa mère était supposément tombée malade et partie. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. Pedro prit son téléphone et appela Roberto, sans se soucier qu'il soit 2 heures du matin. « Pedro, qu'y a-t-il? J'ai besoin de savoir la vérité sur ma mère. » Maintenant, il y eut un long silence. « De quoi parles-tu? Nous en avons déjà parlé. Elle est tombée malade. »« Mensonge !» Pedro cria. « Camila Santos, grand-père, la femme de ménage que tu voulais tant que je renvoie. Elle a été emprisonnée il y a 20 ans, exactement quand tu as dit que ma mère était tombée malade. Quelle est la vérité ?» Roberto soupira profondément. « Pedro, laisse tomber. Ça ne fera pas de bien de remuer le passé. C'est elle, n'est-ce pas? La femme de ménage était ma mère et tu le savais ?» Un autre silence. Puis Roberto parla, sa voix froide. « Oui, c'était elle. Mais Pedro, tu dois comprendre, je te protégeais. Elle est une criminelle. Elle a volé son employeur. Elle a été condamnée. Tu penses que j'allais laisser une personne comme ça élever mes petits-fils ?» Pedro sentit comme s'il avait reçu un coup de poing. « Tu m'as menti. Pendant 20 ans. Elle n'était pas malade. Elle était en prison. Roberto perdait son calme, parce que c'est là qu'elle méritait d'être. Elle était instable, pauvre, incapable de te donner la vie que tu méritais. J'ai fait ce qu'il fallait faire. » « Qu'as-tu fait exactement ?» Pedro insista. « Comment une serveuse sans casier judiciaire vole-t-elle soudainement 10 000 raies? Comment toutes les preuves sont-elles apparues si commodément ?» Roberto ne répondit pas, et son silence fut toute la confirmation. « Tu as monté ça? Mon Dieu! Tu as tout monté! Je t'ai sauvé !» Roberto cria. « Je t'ai sauvé, toi et ton frère, d'une vie de pauvreté !» Pedro raccrocha, les mains tremblantes. Il s'assit sur son canapé, regardant son appartement luxueux. Et soudain, tout lui sembla vide et faux. Tout avait été construit sur un mensonge. Le lendemain matin, Pedro ne se rendit pas au travail. Au lieu de cela, il conduisit jusqu'à la demeure pour la première fois depuis des mois. Roberto l'attendait dans son bureau. Pedro entra sans frapper. « Je veux entendre de toi, tout. » La vérité complète. Roberto était assis, semblant soudainement vieux et fatigué. Ton père avait une vie secrète, une famille que je ne connaissais pas. Quand je l'ai découvert, j'ai pensé que je pourrais tout intégrer. Mais Camilla était inadéquate, pauvre, sans éducation, sans les moyens d'élever 2 garçons pour qu'ils soient des mandes. Alors tu l'as incriminé. Pedro n'était pas une question. Tu as détruit la vie d'une femme innocente pour me voler. Roberto frappa la table de la main. « Pour te sauver, pour te donner un avenir. Regarde-toi maintenant, Pedro. Tu es prospère, éduqué, respecté. Tu penses que tu serais comme ça si tu avais grandi dans des refuges en ayant faim? Je serais heureux. » Pedro avait des larmes. « J'aurais une mère. J'aurais de l'amour véritable. Pas cet amour conditionnel basé sur la performance que tu appelles famille. » Roberto resta silencieux. Et pour la première fois, Pedro vit quelque chose qui ressemblait à du remords. « Où est-elle » Pedro demanda.
Où est ma mère? Je ne sais pas, Roberto admit. Après qu'elle est partie hier, je ne l'ai pas traquée. Alors tu ferais mieux de le découvrir. Pedro se retourna pour partir, parce que je vais la trouver, et quand je la trouverai, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour compenser les 20 ans que tu nous as volés. Pedro, Roberto l'appela, tu fais une erreur. Pedro regarda en arrière. La seule erreur a été de te croire pendant toutes ces années. Il sortit de la demeure et n'y revint jamais. Pedro passa les 3 jours suivants à chercher désespérément Camila. Il se rendit à l'entreprise de nettoyage, mais Joachim dit qu'elle avait démissionné et n'avait pas laissé d'adresse. Il essaya de la retracer par les registres officiels, mais Camila n'avait rien à son nom. C'était comme si elle avait disparu. Tout comme elle avait disparu de sa vie 20 ans plus tôt. Pedro se sentait désespéré, frustré et, surtout, profondément triste. Il avait enfin retrouvé sa mère, et il l'avait perdue à nouveau avant même de pouvoir l'embrasser. Le 3e soir, Pedro retournait à son bureau pour chercher des documents. Le bâtiment était vide, silencieux, avec seulement l'éclairage de secours allumé. Il prit l'ascenseur, perdu dans ses pensées. Ce fut alors qu'il entendit des voix venant du parking souterrain, résonnant à travers le puits de ventilation. Une voix qu'il reconnut, celle de son grand-père. L'autre, féminine et défiante, mit un moment à identifier. C'était Camila. Pedro courut vers les escaliers de service. Il descendit 2 à 2, son cœur battant violemment. Quand il arriva au sous-sol, il se cacha derrière une colonne, observant la scène. Roberto coinçait Camila contre le mur. Elle ne semblait pas effrayée, juste fatiguée et déterminée. « Tu dois disparaître », disait Roberto, sa voix basse mais menaçante. « Laisse mes petits-fils tranquilles. Tu as déjà causé assez de problèmes. » « Non », la voix de Camila était ferme. « J'ai passé 20 ans à payer pour un crime que je n'ai pas commis. 20 ans séparés de mes enfants à cause de tes mensonges. Je ne vais pas disparaître maintenant. Je ne vais pas te laisser voler plus de temps à nous. » Roberto rit amèrement. « Tu penses qu'ils vont te croire? Une ex-détenue contre ma parole? Je les ai élevés. Je suis la seule famille qu'ils connaissent. Tu es une étrangère. Je suis leur mère. » Camila fit un pas vers lui. « Et rien, ni tout ton argent, ni tout ton pouvoir, ne changera cela. Le sang ne ment pas. L'amour n'oublie pas. » Pedro a déjà commencé à poser des questions. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne découvre toute la vérité. « Et qu'est-ce que tu vas lui dire ?» Roberto provoqua. « Tu vas lui dire comment tu étais si pauvre que tu ne pouvais pas les nourrir, comment tu vivais de refuge en refuge. Je vais dire la vérité. Camila avait des larmes maintenant, mais sa voix restait ferme. Que je les aimais plus que tout. Que chaque jour en prison était une torture parce que j'étais loin d'eux. Que j'ai écrit des centaines de lettres que tu as détruites. Que jamais, ne serait-ce qu'une seconde, je n'ai cessé d'être leur mère. L'amour ne nourrit pas les enfants. » Roberto cracha les mots. « L'amour ne paie pas l'éducation, n'ouvre pas de porte, ne construit pas d'avenir. Je leur ai donné tout ce que tu n'aurais jamais pu leur donner. »« Tu leur as volé la seule chose qui comptait vraiment ?» Camila rétorqua. « Tu leur as volé 20 ans d'étreinte, de rire, de souvenirs. Tu les as transformés en machines vides. Pedro a tant de succès, mais tant de douleur dans les yeux. Tu penses que je ne l'ai pas vu? Tu penses qu'une mère ne reconnaît pas la souffrance de son propre enfant? Ils sont des Mendes, » Roberto insista, forts, prospères, prêts à conquérir le monde. « Ils sont brisés, » Camila rétorqua, « et c'est toi qui les as brisés. Tu leur as enlevé la capacité d'aimer, de faire confiance, de se connecter. Ce n'est pas de la force, Roberto, c'est de la destruction. »« Ça suffit !» Roberto leva sa canne de manière menaçante. « Tu vas partir maintenant, ou je vais faire en sorte que tu sois emprisonné à nouveau. J'ai des contacts, des ressources, je peux planter de la drogue, faire en sorte que tu aies violé ta liberté conditionnelle. Tu vas passer le reste de ta vie en prison si tu ne disparais pas. » Camila ne recula pas. « Fais ce que tu veux, je n'ai plus peur de toi. Une mère n'a pas peur quand elle se bat pour ses enfants. Tu peux m'emprisonner à nouveau, tu peux me détruire. Mais tu ne peux pas effacer le fait que je suis leur mère. Rien de ce que tu feras ne changera cela. »
Ce fut à ce moment-là que Pedro sortit de derrière la colonne. Sa voix résonna dans le parking, forte et claire. Il ne fera rien de tout cela. Roberto et Camila se retournèrent simultanément, tous deux choqués. Pedro marchait vers eux, son visage pâle mais déterminé. « Pedro !» Roberto commença, mais Pedro leva la main, le faisant taire. « J'ai tout entendu. Chaque mot. Tu as avoué. Tu as avoué avoir détruit sa vie, avoir planté des preuves, avoir fait tout cela juste pour nous l'enlever. » Roberto ouvrit la bouche mais ne trouva pas de mots. Pour la première fois de sa vie, le grand Roberto Mendes était sans argument, sans défense. Pedro se tourna vers Camila et ses yeux se remplirent de larmes. « C'est toi. Je le savais que c'était toi. Dès le premier jour où nous avons parlé, quelque chose en moi le savait. » Camila tremblait, à peine capable de croire que cela se produisait vraiment. Elle tendit une main hésitante. « Pedro, je suis tellement désolé. Désolé pour tout ce que tu as traversé. Pour toutes ces années perdues. Tu n'as rien à regretter. » Pedro serra sa main, la touchant vraiment pour la première fois en 20 ans. « Tu es la victime ici. Tu as été volé, incriminé, emprisonné. Et pourtant, tu es revenu. Tu m'as trouvé. » Camila ne put plus se retenir. Elle s'effondra en sanglots et Pedro la tira dans une étreinte. « Maman » murmura-t-il, testant le mot qu'il n'avait pas dit depuis 2 décennies. « Ma maman ». Camila la serra comme si sa vie en dépendait, sentant son fils adulte dans ses bras. Il était si grand maintenant, si fort, mais c'était toujours son bébé, c'était toujours son Pedro. « Je ne t'ai jamais cessé d'aimer, jamais, pas un seul jour. » Ils restèrent là, enlacés, pleurant, 20 ans de séparation se dissolvant en ce moment. Toutes les lettres non livrées, tous les anniversaires perdus, toutes les nuits pleurant de nostalgie, tout culminait dans cette étreinte. Roberto observait, et pour la première fois de sa vie, il ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, un véritable remords. Pas le remords superficiel d'une mauvaise affaire, mais le remords profond et viscéral d'avoir détruit quelque chose de précieux et d'irréparable. Pedro s'éloigna enfin, mais garda ses mains sur ses épaules, comme s'il avait peur qu'elles ne disparaissent. Il regarda Roberto avec des yeux durs. « Tu as beaucoup à répondre, » Pedro dit, « et tu vas répondre. Pour chaque mensonge, chaque lettre détruite, chaque année volée. » « Pedro, » Roberto essaya, sa voix tremblant. « Je pensais faire ce qu'il fallait. »« Tu as pensé à toi-même » Pedro rétorqua. « À ton orgueil. À ton contrôle, à ton empire. Tu n'as jamais pensé à nous. Jamais pensé à ce dont nous avions vraiment besoin. » Roberto fit un pas vers eux. « S'il te plaît, peut-on en parler ? La solution est simple. » Pedro mit un bras protecteur autour de Camila. « Tu vas rester loin de moi et de ma mère. Je ne veux pas de ton argent. Je ne veux pas de ta demeure. Je ne veux rien qui vienne de toi. Et si tu essaies quelque chose contre elle, si tu essaies de lui nuire de quelque manière que ce soit, j'irai à la police avec tout ce que je sais. J'exposerai chaque mensonge, chaque manipulation, chaque crime que tu as commis. » « Tu n'as pas de preuves, » Roberto dit, mais sa voix était faible. « Je n'ai pas besoin de preuves pour commencer une enquête, » Pedro répondit. « Et une fois qu'ils commenceront à enquêter, ils trouveront les failles. Ils trouveront Carlos Mendes, les employés que tu as soudoyés, les enregistrements bancaires suspects. Ton empire peut sembler solide, mais il est construit sur du sable. » Roberto regarda son petit-fils. Le garçon qu'il avait élevé pour être comme lui, fort, impitoyable, prêt à faire ce qu'il fallait pour gagner. Et il réalisa qu'il avait réussi exactement cela. Pedro avait bien appris ses leçons, mais maintenant, ces leçons étaient utilisées contre lui. « J'ai tout fait pour vous, » Roberto dit. Pour la première fois, il sonnait comme un vieil homme désespéré. « Non, » Camila parla, « tu as tout fait pour toi, pour contrôler, pour posséder, pour modeler mes enfants à ton image. Mais ils ne sont pas tes créations, Roberto. Ce sont des personnes, avec le droit de choisir, d'aimer et de vivre leur propre vie. » Roberto n'avait plus d'arguments. Il regarda Pedro, la façon dont son petit-fils tenait Camila protecteur, et sut qu'il avait perdu. « Pars, grand-père. »
Pedro dit doucement, et ne reviens pas. Roberto se retourna lentement, s'appuyant lourdement sur sa canne. Chaque pas vers l'ascenseur semblait peser une tonne. Il avait construit un empire. Il avait conquis tout ce que l'argent pouvait acheter, mais au final, il sortait de ce parking complètement seul, ayant perdu la seule chose qui comptait vraiment, sa famille. Après que Roberto fut parti, Pedro et Camila restèrent là debout pendant un long moment. Aucun des deux ne sachant exactement quoi dire. Il y avait tant de questions, tant d'histoires à raconter, tant d'années à rattraper. Par où commencer? Enfin, Pedro rompit le silence. « Tu dois avoir froid. Sortons d'ici. Nous pouvons aller à mon appartement, ou à un café, ou où tu veux. Je ne veux juste pas rester ici. » Camila acquiesça, tenant toujours la main de Pedro, comme s'il pouvait disparaître. « Ton appartement ira bien. Je veux voir comment tu vis, connaître l'homme que mon petit garçon est devenu. » Ils prirent la voiture de Pedro. Camila observait tout par la fenêtre. Rio de Janeiro nocturne passant en un flou de lumière. Pedro conduisait en silence, regardant parfois vers elle, comme s'il avait besoin de confirmer qu'elle était réelle. Quand ils arrivèrent à l'appartement d'Ipanema, Camila fut impressionnée. L'espace était vaste, moderne, avec des meubles de designer et une vue spectaculaire. Mais malgré toute la beauté, il y avait quelque chose de froid dans cet endroit. Il n'y avait pas de photos personnelles, aucune touche indiquant que quelqu'un avec des connexions émotionnelles y vivait. Pedro prépara du thé pour eux deux, ses mains tremblant légèrement. Ils s'assirent sur le canapé, un petit espace respectueux entre eux, tous deux s'adaptant encore à la nouvelle réalité. « Peux-tu me raconter ?» Pedro demanda doucement. « À propos de la prison, comment c'était? Comment tu as survécu ?» Camila prit une profonde inspiration. « Les premières années furent les pires. J'écrivais des lettres pour toi et Gabriel tous les jours, des centaines. Je racontais des histoires, j'envoyais mon amour, je promettais que je reviendrais. Elle fit une pause, luttant contre les larmes. Je n'ai jamais reçu de réponse. J'ai pensé que peut-être vous étiez en colère contre moi, que vous ne vouliez pas me pardonner de vous avoir laissé. Je ne savais pas que Roberto détruisait chaque lettre avant qu'elle ne vous parvienne. » Pedro serra sa main. « Nous ne savions pas. Il nous a dit que tu étais malade, que tu étais parti pour un traitement. Quand nous étions petits, nous te demandions constamment. Mais il avait toujours une excuse. Avec le temps, les souvenirs sont devenus flous. Tu es devenu plus un rêve qu'une personne réelle. » Camila essuya ses larmes. « Je comprends. Vous étiez si petit, 6 ans. Il est clair que vous ne vous souviendriez pas clairement après tant de temps. Mais je me souviens de certaines choses, » Pedro dit, ses yeux distants. « Je me souviens d'une chanson, quelqu'un chantant pour que je m'endorme. Et je me souviens de me sentir en sécurité, complètement en sécurité, d'une manière que je n'ai plus jamais ressentie après. » Camila commença à chanter doucement, une vieille berceuse. Pedro ferma les yeux et des larmes coulèrent sur son visage. C'était ça, exactement ça. J'ai passé des années à essayer de me souvenir de la mélodie. Et maintenant, elle est là, réelle. Ils restèrent là, mère et fils, se reconnectant à travers des souvenirs fragmentés et un amour qui n'avait jamais disparu. Camila raconta la prison, comment elle avait utilisé le temps pour s'éduquer. Pedro raconta grandir dans la demeure de Roberto, le vide qu'il avait toujours ressenti. Et Gabriel? Camila demanda. Comment va-t-il? Où est-il? Pedro soupira. Gabriel a suivi un chemin différent. Il est designer. Il travaille dans une start-up technologique. Il est plus calme, plus introspectif. La façon dont nous avons géré ton absence était différente. Je suis devenu agressif, ambitieux, essayant de combler le vide avec des réalisations. Gabriel s'est renfermé, s'est isolé, il a du mal à se connecter. Il sait pour moi ce que Roberto a fait? Pas encore, Pedro prit le téléphone. Mais il doit savoir. Maintenant. Il appela Gabriel. Il était presque minuit, mais c'était trop important pour attendre. Pedro, il est presque minuit. Qu'y a-t-il? J'ai besoin que tu viennes à mon appartement. Maintenant. C'est à propos de notre mère.
Il y eut un long silence. « Notre mère est morte, tu le sais. » « Non, elle ne l'est pas. » Pedro regarda Camila, qui avait les mains jointes nerveusement. « Elle est ici avec moi. Et il y a beaucoup de choses que tu dois savoir. S'il te plaît, Gabriel, fais-moi confiance. » Gabriel arriva 40 minutes plus tard, ses cheveux en désordre et les yeux encore à moitié endormis. Il s'arrêta brusquement quand il vit Camila. Ses yeux s'écarquillèrent, étudiant chaque détail. « C'est toi, » murmura-t-il. « La femme de mes rêves. J'ai toujours rêvé de toi, de quelqu'un qui te ressemblait exactement, qui chantait pour moi. J'ai pensé que c'était juste mon imagination. » Camila se leva, les jambes tremblantes. « Gabriel, mon cher Gabriel, tu as tellement grandi. » Gabriel regarda Pedro, cherchant confirmation. « C'est vrai? Elle est vraiment notre mère ?» Pedro acquiesça. « C'est vrai, et il y a beaucoup de choses que tu dois entendre. » Ils passèrent les heures suivantes à tout raconter à Gabriel. L'histoire de Felipe et Camila, la rencontre au cimetière, le piège orchestré par Roberto, les 20 ans de prison, la récente retrouvaille. Gabriel écoutait en silence, son visage passant par le choc, la colère, la tristesse, le soulagement. Quand ils eurent fini, Gabriel pleurait silencieusement. « Il nous a toujours dit que tu nous avais abandonnés, que tu étais trop malade pour t'occuper de nous, que tu ne nous aimais pas assez pour rester. Et j'ai cru. J'ai passé toute ma vie à penser que je n'étais pas assez bien pour être aimé. » Camila alla vers lui et l'embrassa, tout comme elle avait embrassé Pedro. « Tu as toujours été aimé, toujours. Chaque seconde de chaque jour pendant ces 20 ans, je vous ai aimé. Vous étiez ma raison de continuer à vivre. » Gabriel s'accrocha à elle, sanglotant comme un enfant. « Tu m'as manqué. Je ne savais même pas que tu me manquais, mais tu m'as manqué. Il y a toujours eu un trou en moi que rien ne pouvait combler. » Les trois restèrent enlacés, une famille réunie après 2 décennies de séparation forcée. Camila avait ses 2 fils dans ses bras. Et pour la première fois en 20 ans, elle se sentait complète. Les mois qui suivirent, la vie de Camila, Pedro et Gabriel trouva un nouveau rythme. Une nouvelle normalité construite sur la base de 20 ans de séparation. Ce n'était pas parfait. Il y avait des cicatrices profondes. Mais il y avait de l'amour. Et parfois, l'amour suffisait. Pedro et Gabriel commencèrent à traiter tout cela. Ils avaient des séances de thérapie avec des psychologues spécialisés dans les traumatismes. Ils avaient de longues conversations entre eux sur ce qu'ils ressentaient. Camila emménagea dans un petit appartement que Pedro insista pour louer pour elle. Ce n'était pas luxueux, mais c'était propre, sûr et, plus important, c'était à elle. Pedro et Gabriel lui rendaient visite quotidiennement. Parfois, ils apportaient de la nourriture. D'autres fois, ils s'asseyaient simplement et parlaient. Camila leur apprenait à cuisiner des plats simples. Elle leur racontait des histoires sur Felipe, sur ce qu'était leur père, sur l'amour qu'ils partageaient. Lentement, patiemment, ils reconstruisaient les liens que Roberto avait essayé de détruire. 1 mois après les retrouvailles, Camila prépara un dîner spécial. C'était l'anniversaire des jumeaux. Ils avaient 27 ans. Elle avait fait leur gâteau préféré, un simple gâteau au chocolat avec un glaçage au brigadeiro. Quand Pedro et Gabriel arrivèrent, ils trouvèrent la petite table décorée avec soin, des bougies allumées, et Camila attendant nerveusement. « Vous vous souvenez de ça ?» demanda-t-elle, montrant le gâteau. Gabriel écarquilla les yeux. « Chocolat avec du brigadeiro, je m'en souviens, vaguement, mais je m'en souviens. » Ils chantèrent « Joyeux anniversaire » ensemble. Et quand Pedro et Gabriel soufflèrent les bougies, les 3 pleuraient et riaient en même temps. C'était un moment simple, mais cela signifiait tout. C'était une tradition qui était récupérée, un souvenir qui était recréé. Pendant qu'ils mangèrent du gâteau et parlaient, Pedro aborda le sujet qu'il évitait. « Maman, à propos de Roberto, que veux-tu faire? Nous pourrions aller à la police. Essayer de rouvrir ton cas. Prouver que c'était un piège. » Camila resta silencieuse un moment.
J'ai passé 20 ans à vouloir la vengeance, à vouloir la justice, mais maintenant que je vous ai retrouvé, je réalise que cela n'a plus d'importance. Je ne veux pas passer une seconde de plus de ma vie à me concentrer sur lui. Je veux me concentrer à construire l'avenir avec vous. Mais il doit payer pour ce qu'il a fait, insista Gabriel. Il a détruit ta vie, nous a volé à toi. Et si nous essayons de le punir, cela consumera plus d'années de nos vies. Tribunaux, avocats, procès. Camilla serra les mains des deux. Je ne veux pas de cela. Je veux la paix. Je veux juste avoir mes enfants de retour et vivre le temps qu'il nous reste de la meilleure façon possible. Pedro et Gabriel échangèrent des regards. Ils comprenaient ce qu'elle disait. Mais ils sentaient aussi que Roberto devait faire face à des conséquences. Finalement, ils décidèrent de respecter le choix de Camilla. Mais cela ne signifiait pas que Roberto resterait complètement libre. Pedro transféra toute sa participation dans l'entreprise familiale à des institutions caritatives. Gabriel fit de même. Ils coupèrent tous les liens financiers et légaux avec Roberto, s'assurant qu'ils n'auraient plus de contrôle sur leur vie. Le message était clair. Roberto Mendes avait perdu ses petits-fils, et cette fois, c'était permanent. 3 mois s'étaient écoulés depuis les retrouvailles. Camilla avait obtenu un emploi dans une petite bibliothèque communautaire à Copacabana. Ce n'était pas très payé, mais elle adorait être entourée de livres. Pedro continuait à diriger son agence, mais il avait apporté des changements significatifs. Il avait réduit ses heures, délégué plus de responsabilités, priorisé le temps pour être avec Camilla. Gabriel avait apporté des changements encore plus dramatiques. Il avait quitté la start-up et ouvert son propre studio de design, un espace petit, mais accueillant, où il créait pour de petites entreprises. Pour la première fois de sa vie, il faisait quelque chose par passion, pas par obligation. Les 3 dînaient ensemble au moins 3 fois par semaine, parfois dans l'appartement de Camilla, d'autres fois dans des restaurants simples. Ils n'avaient pas besoin de luxe, ils avaient juste besoin de présence, de conversation, de rire ensemble des petites choses. Un samedi pluvieux, Camilla emmena ses fils au cimetière São João Batista. Ils allèrent ensemble au caveau où Felipe reposait. Camilla plaça des fleurs fraîches, s'agenouillant avec ses fils de chaque côté. « Felipe, dit-elle doucement, touchant le marbre froid, nos garçons ont grandi, regarde comme ils sont beaux. Comme ils sont devenus des hommes incroyables. Je sais que tu serais si fier d'eux. » Elle essuya ses larmes. « Je regrette que nous ayons perdu tant de temps. Je regrette que Roberto nous ait volé les années que nous aurions dû passer ensemble, à 4. Mais nous sommes là maintenant. Nous sommes ensemble à nouveau. » Pedro posa sa main sur l'épaule de Camilla. « Papa, si tu peux nous entendre, je veux que tu saches que je ne te blâme pas d'avoir eu peur. Je comprends maintenant. Grand-père était intimidant, contrôlant. Mais je veux aussi que tu saches que je vais m'occuper de maman. Je vais compenser le temps perdu, je le promets. » Gabriel ajouta son propre message silencieux, touchant la pierre tombale avec révérence. Pendant ce temps, dans la demeure vide de la Barra da Tijuca, Roberto était assis seul dans son bureau. La maison était maintenant silencieuse comme une tombe. Roberto avait essayé d'appeler Pedro des dizaines de fois au cours des premières semaines. Tous les appels allaient directement sur la messagerie. Ses avocats avaient envoyé des lettres, tout ignoré. C'était comme s'il avait cessé d'exister pour ses petits-fils. Il avait pensé aller les voir, forcer une rencontre. Mais quelque chose l'en empêchait. Peut-être était-ce l'orgueil, peut-être la honte, ou peut-être la reconnaissance qu'il n'y avait rien qu'il puisse dire pour réparer ce qu'il avait brisé. Roberto passait ses journées à regarder par la fenêtre, observant les jardins soigneusement entretenus. Il avait construit cet empire, cette demeure, pensant qu'il créait un héritage. Mais pour qui? Qui hériterait de tout cela? Qui s'en soucierait? Une nuit, il prit une des boîtes rangées au fond de l'armoire. À l'intérieur se trouvaient des centaines de lettres, toutes adressées à Pedro et Gabriel, toutes écrites par Camilla.
Il ne les avait jamais ouvertes, il les jetait simplement dans le destructeur, mais il y en avait une qu'il avait gardée, elle était dans le premier lot, écrite peu après que Camilla ait été emprisonnée. Avec des mains tremblantes, Roberto ouvrit l'enveloppe jaunie et commença à lire « Mes amours, Pedro et Gabriel. Aujourd'hui est mon premier jour ici, et j'ai déjà tellement le mal du pays que mon cœur me fait mal. Mais je veux que vous sachiez que maman n'a rien fait de mal. Il y a eu une terrible erreur, mais je vais la réparer. Je vais revenir vers vous. En attendant, soyez courageux. Prenez soin l'un de l'autre. Souvenez-vous que maman vous aime plus que tout au monde. Plus que les étoiles dans le ciel, plus que les grains de sable sur la plage. Pour toujours et à jamais. Avec tout mon amour, maman. » Roberto ferma la lettre, ses mains tremblant. Il avait détruit des centaines de messages comme celui-ci, des centaines de déclarations d'amour d'une mère à ses enfants. Et pourquoi? Pour garder le contrôle, pour modeler les garçons à son image. Il regarda autour de son bureau luxueux, rempli de trophées et de certificats, de photos de lui avec des politiciens et des célébrités, mais il n'y avait pas une seule photo de Pedro ou Gabriel souriant vraiment. Toutes les photos étaient formelles, posées, vides. Roberto avait passé toute sa vie à accumuler de l'argent, du pouvoir, des propriétés. Mais au final, il n'avait rien qui comptait vraiment. Il n'avait pas d'amour, il n'avait pas de famille, il n'avait personne qui le regretterait s'il partait demain. Il pensa à Felipe, à la façon dont son fils avait choisi l'amour plutôt que le devoir, Camilla plutôt que les attentes, la famille plutôt que l'empire. Felipe avait été plus courageux que Roberto ne l'avait jamais été, et Roberto, dans son arrogance, avait puni ce courage, détruisant tout ce que Felipe avait aimé. S'il pouvait revenir en arrière, Roberto ferait-il différemment? Quand il avait vu Camilla et les garçons au cimetière ce jour froid de novembre, s'il pouvait revivre ce moment, choisirait-il la compassion plutôt que la cruauté? Roberto voulait croire que oui, mais au fond il connaissait la vérité. Il était qui il était, un homme qui voyait les gens comme des pions dans un jeu. Il ne savait pas comment être différent, et maintenant il payait le prix. Une solitude absolue, dans une demeure pleine de richesses sans sens. Son téléphone sonna soudainement. Roberto regarda l'écran. C'était Gabriel. Avec des mains tremblantes, Roberto répondit. « Allô ?» Il y eut une longue pause. Puis Gabriel parla, sa voix prudente. « Grand-père, je dois que tu saches quelque chose. Pedro et moi avons décidé que nous ne voulons pas de justice légale contre toi. Nous n'irons pas à la police. Nous n'essaierons pas de rouvrir le cas de notre mère. Elle ne le veut pas, et nous allons respecter son souhait. » Roberto sentit un éclair d'espoir. « Cela ne signifie pas que nous te pardonnons. » Gabriel le coupa. « Cela signifie seulement que nous choisissons la paix plutôt que la vengeance. Mais nous choisissons aussi notre mère plutôt que toi. Nous ne voulons pas de toi dans nos vies. Pas après ce que tu as fait. » Gabriel fit une pause. « Il n'y a rien à discuter. » La voix de Gabriel était ferme. « Tu as fait tes choix. Maintenant, vis avec les conséquences. Au revoir, grand-père. » La communication se termina avant que Roberto ne puisse répondre. Il resta là, tenant le téléphone, sentant le poids final de ses actions. C'était officiel. C'était permanent. Il avait tout perdu ce qui comptait vraiment, et il n'y avait pas de retour en arrière. Roberto Mendes avait passé sa vie à construire un empire. Mais dans le processus, il avait perdu un royaume bien plus précieux. Il avait perdu sa famille. Et il n'y avait pas d'argent au monde qui puisse racheter cela. 3 ans s'étaient écoulés. Camilla était dans la petite cuisine de son appartement, préparant le déjeuner du dimanche. C'était une tradition qu'ils avaient établie. Les 3 se réunissaient chaque semaine pour un repas simple. Aujourd'hui, elle faisait une feijoada, la recette que Felipe disait toujours être la meilleure. Pedro arriva en premier, apportant des fleurs, comme il le faisait toujours. Il était devenu plus présent, plus affectueux, réapprenant à exprimer des émotions que Roberto avait supprimées. Gabriel arriva peu après, apportant un dessert qu'il avait essayé de faire. Il était tordu et un peu brûlé sur les bords.
Mais Camilla l'embrassa avec fierté. Ce qui comptait n'était pas la perfection, mais l'effort, l'amour mis dans chaque action. Pendant qu'il mangeait, il parlait de la semaine. Pedro racontait un nouveau client. Gabriel montrait des photos d'un projet pour un centre communautaire qui aidait les familles vulnérables. Camilla les écoutait, son cœur si plein qu'elle pensait parfois qu'il allait exploser. Pedro regarda Gabriel, puis Camilla. « Maman, il y a quelque chose que Gabriel et moi voulons te donner. » Camilla les regarda, confuse. « Vous m'avez déjà tout donné. Je n'ai pas besoin de plus. » Gabriel sourit et sortit une enveloppe de son sac à dos. Camilla l'ouvrit avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient des papiers légaux. Quand elle comprit ce qu'elle voyait, les larmes commencèrent à couler. C'était l'acte de propriété d'un appartement. Un espace plus grand dans un meilleur quartier, déjà entièrement payé, à son nom. « Je ne peux pas accepter ça », Camilla secoua la tête. « C'est trop, c'est trop. Tu as passé 20 ans dans une cellule à cause de l'avidité d'un homme riche ?» Pedro serra sa main. « Laisse-nous faire ça. Laisse-nous te donner de la sécurité. Un endroit qui est vraiment à toi. » « Mais je ne veux pas de votre argent. » Camilla pleurait. « Je ne veux pas que vous sentiez que vous devez me compenser. Je veux juste vous. » « Et nous t'avons. » Gabriel s'agenouilla à côté d'elle. « Ce n'est pas une question de compensation. C'est une question d'amour. C'est ce que fait une famille, prendre soin les uns des autres. Tu prendrais soin de nous, n'est-ce pas ?» Camilla acquiesça, incapable de parler. « Alors laisse-nous prendre soin de toi. » Pedro essuya ses larmes. « Pas parce que tu en as besoin, mais parce que nous le voulons, parce que tu le mérites. » Camilla les serra dans ses bras, les trois formant un cercle d'amour et de gratitude. « Merci, pas pour les choses matérielles, mais pour m'avoir donné une seconde chance, pour ne pas m'avoir blâmé pour les années perdues. » « Nous ne t'avons jamais blâmé, » Gabriel dit fermement. « Tu as été la victime. Et maintenant, enfin, nous pouvons construire l'avenir ensemble. » 6 mois plus tard, l'après-midi était clair quand le téléphone de Camilla sonna. C'était Elena Andrade, l'avocate de Roberto. « Madame Santos, j'appelle pour vous informer que mon client, Roberto Mendes, est très malade. Les médecins disent qu'il ne lui reste que quelques mois à vivre. Il demande à vous voir, vous et vos petits-fils. Une dernière fois. » Camilla ressentit un mélange compliqué d'émotions. De la colère, de la pitié, et finalement une étrange paix. Je vais en parler à Pedro et Gabriel. La décision leur appartient. Ce soir-là, Camilla raconta tout à ses fils. Pedro était enclin à ignorer. Gabriel était silencieux, en train de traiter l'information. Finalement, ce fut Gabriel qui parla. « Je pense que nous devrions y aller, pas pour lui, mais pour nous, pour fermer ce chapitre complètement. » Pedro n'était pas convaincu. « Ah, pourquoi lui donnerions-nous ce réconfort après tout? Parce que nous sommes meilleurs que lui, » Camilla dit doucement. « Parce que nous choisissons la compassion plutôt que la cruauté. Nous n'avons pas à lui pardonner. Mais nous pouvons choisir de ne pas porter de haine avec nous pour toujours. » Après beaucoup de discussions, les trois acceptèrent de faire une visite. Une seule. Brève. Finale. Quand ils arrivèrent à la demeure, ils furent choqués. Les jardins autrefois impeccables étaient envahis. La maison autrefois brillante semblait grise et triste. Un infirmier les conduisit à la chambre de Roberto. Le vieil homme était au lit, connecté à des moniteurs et des tubes. Il avait rétréci, semblant une ombre. Quand il vit Camilla et les garçons entrer, des larmes coulèrent sur son visage. « Vous êtes venus. Nous ne sommes pas ici pour une réconciliation, » Pedro dit immédiatement. « Nous sommes ici pour te donner une chance de dire ce que tu dois dire. Puis nous partons. » Roberto acquiesça, acceptant les termes. « Je voulais dire que je suis désolé. Je sais que ce n'est pas suffisant. Je sais que ça ne change rien. Mais j'ai besoin que vous sachiez que je le pense vraiment. » Il regarda Camilla. « Tu avais raison. J'ai transformé les garçons en machines vides. Je leur ai volé la capacité d'aimer vraiment. Et il a fallu que tu reviennes pour leur réapprendre. » Il regarda ses petits-fils. « Vous étiez tout ce qui me restait de Felipe, et j'ai gaspillé ça, gâché par orgueil, par contrôle, par peur. » Gabriel fit un pas en avant.
Nous ne pouvons pas te pardonner complètement, grand-père. Ce que tu as fait était monstrueux, mais nous pouvons te dire que nous allons bien, que malgré tout, nous avons trouvé un chemin pour revenir vers notre mère et vers nous-mêmes, et ça devra suffire. » Roberto ferma les yeux. « C'est plus que je ne mérite. » Il regarda Camilla une dernière fois. « Merci de les avoir élevés pour qu'ils soient meilleurs que moi. » Ils restèrent quelques minutes de plus, pas pour Roberto, mais pour eux-mêmes. Ensuite, les trois sortirent ensemble, marchant vers le soleil de l'après-midi. Camilla regarda en arrière une fois, voyant la grande maison. Elle était pleine de tout ce que l'argent pouvait acheter, mais vide de tout ce qui comptait vraiment. Puis elle se retourna et continua à marcher. Main dans la main avec Pedro d'un côté et Gabriel de l'autre. Ils avaient un avenir devant eux, un avenir construit non sur des mensonges, mais sur un amour véritable et une connexion authentique. Roberto mourut 3 semaines plus tard, seul, à part les infirmiers. Il légua sa fortune à des institutions caritatives, reconnaissant que Pedro et Gabriel ne la voulaient pas. À l'enterrement, il y avait des centaines de personnes, collègues d'affaires, politiciens, associés. Mais les bancs de la famille étaient vides. Camilla, Pedro et Gabriel ne furent pas à l'enterrement. Au lieu de cela, ils passèrent cette journée au cimetière, rendant visite à la tombe de Felipe. Ils lui racontèrent tout ce qui s'était passé. Comment ils étaient enfin réunis à nouveau. Comment son amour pour Camilla avait créé 2 garçons qui avaient grandi pour devenir des hommes bons, malgré toutes les adversités. « Felipe », murmura Camilla, touchant la pierre tombale froide. « Nos garçons vont bien, nous allons bien, et un jour, quand ce sera mon heure, je te raconterai personnellement chaque moment de ces 20 ans. Comment je n'ai jamais abandonné, jamais cessé d'aimer, jamais cessé d'être leur mère, même quand je ne pouvais pas être présente. » Alors qu'ils marchaient en retour, le soleil se couchait sur Rio de Janeiro, peignant le ciel en tons dorés et roses. Camilla était entre ses 2 fils, et pour la première fois en 20 ans, elle se sentait complète. Le voyage avait été long et douloureux. Il y avait des cicatrices qui ne disparaîtraient jamais complètement, mais ils étaient ensemble. Et au final, c'était ce qui comptait. L'amour ne peut pas être acheté, volé ou forcé. Il n'existe que lorsqu'il est donné librement. Et Camilla, Pedro et Gabriel avaient choisi de se donner cet amour mutuellement, chaque jour, à chaque petit moment, reconstruisant ce qui avait été brisé, guérissant ce qui avait été blessé. C'était une seconde chance que tout le monde ne recevait pas, et il ne gaspillerait pas une seule journée de celle-ci. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Camilla, Pedro et Gabriel a profondément touché vos cœurs. Ce voyage de séparation, de souffrance, mais finalement de retrouvailles et d'amour, nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, l'espoir peut survivre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez été ému par cette histoire d'une mère qui n'a jamais abandonné et d'enfants qui ont trouvé le chemin du retour vers l'amour véritable, laissez la phrase « L'amour est le chemin » ci-dessous dans les commentaires. Et s'il vous plaît, si ce n'est pas trop demandé, laissez un like sur cette vidéo. Et abonnez-vous à notre chaîne pour continuer ce voyage émotionnel avec nous, car chaque jour, nous apportons des histoires uniques qui explorent la complexité de la vie, de l'amour et des relations humaines. Partagez votre opinion dans les commentaires. Dites-nous si vous avez déjà vécu une séparation difficile ou une retrouvaille émouvante. Votre histoire peut inspirer d'autres personnes qui traversent des moments difficiles. De Keun, souvenez-vous toujours, l'amour véritable résiste au temps, à la distance et à toutes les adversités. À la prochaine histoire, et que vous n'abandonniez jamais ceux que vous aimez.